Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nos deux premiers invités, les sociologues Farhad Khorrosh-Khavar et Michel Vieux-Vorka, publient le fruit de leurs palabres passionnées sur les Juifs, les musulmans et la République. Le diagnostic des deux chercheurs allie le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, comme disait l'intellectuel marxiste Gramsci. L'actualité, c'est la crise humanitaire au Soudan du Sud. La plus jeune nation du monde est en proie à une terrible famine qui a déjà chassé plus d'1 million de personnes de ce pays. Le pape François a annoncé hier qu'il irait sur place, histoire de mobiliser la communauté internationale autour de cette tragédie. Au-delà de la miséricorde papale, comment parvenir à une réconciliation politique au Soudan du Sud pour stopper la famine? Nous en débattrons et puis vous retrouverez les bambins Mauduit et Saltiel dans la troisième partie de l'émission pour évoquer les Oscars et la boulette du meilleur film, ainsi que la Russie engagée, incroyable, dans le fact-checking. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir, Un lundi, Elisabeth. quelle bonne surprise. Bonsoir Farhad Khorrosh-Khavar et bonsoir Michel Vieux-Vorka. Bonsoir. Vous publiez Les Juifs, les musulmans et la République chez Robert Laffont. Vous êtes collègues, amis. Vous animez même tous les deux un séminaire autour de la violence. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir des âmes de bonne volonté, comme vous dites, et de tenter de trouver des solutions à un problème d'entente? Enfin, moi j'ai travaillé longtemps sur les problèmes musulmans en France. Michel a travaillé beaucoup sur le problème juif. Et je crois que cette absence de dialogue, cette espèce de crise majeure, le fait que ces deux communautés, entre guillemets, soient en chien de faïence l'une vis-à-vis des autres, reflète par-delà la spécificité des faits, si vous voulez, de la crise de la société française et de la République. Et alors, Michel Vieux-Vorka, vous êtes d'accord avec la vision de Farhad Khorrosh-Khavar qui dit « nous sommes des petits prophètes » et nous sommes à même, en tant que petits prophètes, de ramener de l'espérance? En tant que sociologue, nous sommes des tout petits prophètes. Tout petits. Et malheureusement, nous ne sommes pas suivis par des masses de croyants. Mais c'est vrai, et ce que dit Farhad a été très très important au départ. Il ne s'agit pas du tout de dire vive le dialogue interreligieux, non, pas du tout. Il s'agit de dire la République française est en crise, en difficulté. Ça a commencé il y a au moins 35 ou 40 ans. Et ces deux groupes très minoritaires, ces deux groupes qui n'ont pas la même histoire, la même relation par rapport à la République, ont peut-être quelque chose à dire qui soit de l'ordre de la solution et pas simplement du problème. Et bien justement, on va en parler de ce diagnostic et de ses solutions, mais d'abord votre portrait croisé à tous les deux, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. N'ayez pas peur, regardez. En tapant Michel Vieux-Vorka sur Internet, on découvre vos origines juives polonaises. Vos grands-parents paternels ont disparu à Auschwitz, mais vos parents, réfugiés respectivement en Suisse et à Grenoble, ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez le jour à la fin de celle-ci, en 1946, à Paris. Dans les années 70, vous étudiez la sociologie auprès d'Alain Touraine et partagez votre banc avec l'un de vos futurs confrères, vous-même, Farhad Khorrosh-Khavar. Originaire de Téhéran en Iran, vous vous intéressez aux aspects de l'islam dans nos sociétés et particulièrement à la radicalisation en détention. Vous êtes d'ailleurs venu nous rendre visite il y a quelques mois pour la sortie de votre enquête « Prison de France ». Chacun votre tour, vous avez dirigé le Centre d'analyse et d'intervention sociologique et êtes aujourd'hui tous deux directeurs d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos chemins ne cessent de se croiser jusqu'au jour où Farhad Khorrosh-Khavar vous propose, Michel Vieux-Vorka, un projet d'échange entre juifs et musulmans pour réfléchir aux problématiques qui secouent notre société. Ce que vous trouvez au début une très mauvaise idée. Mais au fil de vos conversations, la passion l'emporte. Vous enregistrez 5 échanges retranscrits aujourd'hui dans ce livre, Les Juifs, les musulmans et la République. Vous effectuez un état des lieux des replis communautaires en le replaçant dans un contexte historique. Vous analysez les conséquences de l'importation du conflit israélo-palestinien. Un essai pour tenter de comprendre les difficultés de ce triangle juif, musulman, république. Vous souhaitez transformer la crise et repenser le vivre ensemble. En écrivant ce livre à 4 mains, Farhad Khorrosh-Khavar et Michel Vieux-Vorka, vouliez-vous vous poser en modèle d'un dialogue entre juifs et musulmans? Modèle? Vous deux? Modèle du dialogue? Êtes-vous le modèle de ce dialogue renoué? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes très proches dans nos analyses, dans nos idées, vous venez de le rappeler, dans notre formation, dans notre parcours. Et donc, nous ne sommes pas du tout comme dans cette émission de télévision où on avait donné des gants de boxe à 2 acteurs importants. Pas du tout. On est plutôt en accord. Et c'est peut-être ça le côté modèle. Parce que quand 2 personnes sont en accord sur l'essentiel, mais ont envie
d'avancer ensemble, la réflexion progresse. Et sur quoi vous êtes irréductible? Sur quoi il y a encore, sur quoi vous chamaillez que vous n'osez pas mettre dans ce livre? On ne se chamaille pas, mais au début, il y avait un scepticisme de la part de Michel sur la possibilité de penser le conflit entre ces deux communautés en l'élargissant en quelque sorte à la société. C'est en discutant que lui, il a introduit par exemple cette idée qui me paraît très importante et qu'on a développée par la suite, à savoir l'introduction à une sorte de néo-républicanisme. Oui, alors précisément, alors qu'est-ce que c'est? Parce que vous dites, pour résoudre ce problème, cette crise que l'on traverse, un républicanisme pur et dur n'est pas la solution. Donc qu'est-ce que c'est que ce néo-républicanisme qui réconcilierait toutes les communautés, y compris au premier chef communauté juive et musulmane? La formule, l'idée, nous en est venue en considérant ce qui est arrivé aux Juifs de France dans les années 70, grosso modo. Pendant 10-12 ans, ils ont été complètement républicains, mais très visibles dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était le vocabulaire qu'on utilisait, qui a disparu, des Israélites. Ouais. Et puis, ils sont devenus très visibles, ils se sont mobilisés pour Israël, ils se sont mobilisés dans la rue pour dénoncer l'antisémitisme, après Copernic. L'attentat contre la synagogue de Copernic, oui. Ils sont venus, ils se sont ethnicisés, ils ont habité dans des endroits où ils étaient très visibles, à Sarcelles, à Créteil, etc. Où habite Farhad Khosrow-Khavar. Voilà, et ils étaient plutôt heureux. Et donc, pendant une douzaine d'années, il y avait cette visibilité qui n'est pas tout à fait classique dans le modèle républicain français, et en même temps, une adhésion absolument claire et nette à l'idée républicaine. Et puis, les années 80 ont un peu abîmé ce modèle pour toutes sortes de raisons. L'antisémitisme s'est redéployé, le conflit israélo-palestinien a pris un tour dans lequel l'image d'Israël était ternie dans le monde entier, y compris en Israël d'ailleurs, il y avait des conflits. Et donc ce modèle a battu de l'aile. Mais nous avons réfléchi, et c'est un peu à partir quand même de cette expérience des années 70 qu'on a construit notre réflexion plus large. Donc votre objectif, c'est la religion visible dans la République, Farhad Khosrow-Khavar? Non, et le problème, c'est qu'on est face à deux échecs. Il y a l'échec du côté du républicanisme à la française et l'échec du multiculturalisme anglo-saxon. Ouais. Nous, on pense qu'il y a une possibilité, une troisième voie, et la troisième voie serait précisément qu'il y ait un rôle plus important de la société civile, un rôle plus important des communautés de croyances, mais des communautés de croyances apprivoisées. Il ne s'agit absolument pas d'avoir des communautés ensauvagées. Non à la religion ensauvagée. Hein, non à la religion ensauvagée, mais une forme d'acceptation conditionnelle des formes de religiosité qui ne remettent pas frontalement en cause la laïcité. Farhad Khosrow-Khavar, quelqu'un qui vous écoute pourrait se dire, ce sont des chercheurs, des sociologues éminents, mais ce sont des vœux pieux, pardon pour le mauvais jeu de mots. Comment arrive-t-on concrètement à ce résultat ? Alors on pense qu'il y a la possibilité d'abord d'un dialogue élargi entre les deux, sans le passage par le religieux. Qui mènerait le dialogue? Les sociologues? Pas le CRIF? Pas le CFCM? Modestement, vous deux, les artisans de ce dialogue. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers de sociologues actuellement en France, et nous, on est deux modestes sociologues, mais qui prétendent à une certaine suréminence métaphorique. Absolument. Eh bien, écoutez, c'est dit. Alors, parmi Michel Vievorka, vous vouliez intervenir, mais Nadia va évoquer avec vous, parmi les solutions qui sont évoquées, la Fondation Terra Nova a eu une idée qui pourrait peut-être calmer les choses ou au contraire ne pas les calmer. Oui, c'est un rapport qui a été publié la semaine dernière, mercredi dernier, qui s'appelle « L'émancipation de l'islam de France », qui s'intéresse aux relations entre islam et État. C'est un rapport de 40 pages, mais dont on peut retenir au moins deux préconisations. La première, c'est la création d'une faculté de théologie islamique à l'université de Strasbourg, parce que le régime concordataire le permet. Et puis surtout, la suppression des lundis de Pâques et de Pentecôte, donc 2 jours fériés chrétiens, et l'instauration à la place d'un jour férié musulman, l'Aïd el-Kébir, et d'un jour férié juif, Kippour. Et c'est une mesure qui n'est réclamée ni par les organisations juives, ni par les organisations musulmanes, mais qui était proposée dans le rapport de la commission Stasi, c'était en 2004. Michel Vievorka, est-ce que ça vous semble être une évolution pertinente, cette écoutez, en ce qui concerne l'idée d'enseigner l'islam à Strasbourg, c'est pas nouveau. Dès les années 80, il y avait l'idée d'un institut de théologie musulmane n'a pas été fait, qui n'a jamais vu le jour. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Et les jours fériés? En ce qui concerne les jours fériés, c'était également une idée de... Je me souviens que Patrick Weil avait défendu ce genre de proposition. Bon, tout ça n'est pas à rejeter à la légère.
Mais ce n'est pas du tout comme ça que nous avons voulu prendre le problème. Au lieu de dire il y a des solutions, on va faire telle institution, on va modifier l'agenda, le calendrier, pas du tout. Nous, on a dit il faut que naissent le plus possible des échanges, des débats, des dialogues. Donc, hors organisation, type CFCM. C'est pas qu'on soit anti-organisation, mais ce que nous connaissons aussi bien des organisations juives que des organisations musulmanes aujourd'hui en France rend très peu vraisemblable l'idée d'une volonté ou d'une capacité de l'intérieur de ces institutions à aller dans le sens que nous préconisons. Et Farhad Khosrokhavar, vous n'êtes pas d'accord quand même que d'avoir un jour férié pour chacune des deux religions, ça permettrait d'avoir un mieux vivre ensemble, une meilleure compréhension? Vous n'êtes pas pour? Vous êtes contre? Non, je suis pour, mais le problème essentiel, c'est que dans notre perspective, ce qui est fondamental, c'est de transformer la violence en conflit. C'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le grand impératif catégorique de, ça veut dire de vos entretiens. Actuellement, les relations entre juifs et musulmans dans ce pays sont ou bien des non-relations. Oui. Moi, j'habite par exemple à Créteil, je le vois bien. Oui. Ils se côtoient, mais on ne s'adresse pas la parole. On ne parle pas, sauf dans des occasions extraordinaires. On a eu quelques cas rares de violence, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de dialogue. Et quand il y a la violence, par exemple, s'exprime par le biais des musulmans radicaux qui vont tuer des juifs. Moi, je pense que le dialogue conflictuel, c'est-à-dire avoir une sorte de plateforme au sein de la société civile où musulmans et juifs pourraient échanger conflictuellement leurs idées. Il ne s'agit absolument pas d'être d'accord. Non, c'est faire de la dialectique. C'est jeter ses reproches. Ses reproches et ensuite, dialectiser les reproches et construire. Mais dans cette dialectisation des reproches, il va y avoir des solutions. La solution, c'est toujours ça. On ne parle qu'à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Si on parle avec des gens avec qui on est d'accord, le résultat est relativement, je veux dire, prévisible. Si je peux ajouter un mot... Et ce sera la conclusion. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des situations de haine, de violence, de rupture, de non-échange peuvent éventuellement se transformer en relations conflictuelles, constructives. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, elle est là. Ça a commencé par des gens qui cassent les machines, qui sont parfois très violents, qui sont réprimés de façon très violente. Et puis un beau jour, c'est la social-démocratie, c'est le mouvement ouvrier, les syndicats qui discutent avec le patronat. Donc, nous ne sommes pas dans une totale utopie. Nous sommes dans un appel à rompre avec ce cycle qui nous oblige à choisir. Ou bien vous êtes républicain pur et dur, ou bien vous êtes multiculturaliste, non moins pur et dur, et c'est catastrophique. Voilà, deux âmes de bonne volonté, Farhad Khosrokhavar, Michel Vievorka, les Juifs, les musulmans et la République. Merci d'être passé par le plateau de 28 minutes. C'était court mais roboratif, ne soyez pas déçus, Michel Vievorka. Merci encore. Place au débat sur une famine de guerre, la famine qui dévaste le Soudan du Sud, ce tout jeune pays créé en 2011, dévasté donc depuis 3 ans et demi par une guérilla fratricide entre les troupes du président et celle de son vice-président. La paix est le premier facteur de sécurité alimentaire, on le sait. Alors comment faire revenir cette paix? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une mise au point qui comporte, des images susceptibles de heurter la sensibilité de certains. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. La famine frappe durement le Soudan du Sud. 1 million de personnes risquent de mourir dans les prochains mois. Une tragédie annoncée dont l'ONU a parfaitement identifié l'origine. Le problème est largement causé par l'homme, à cause d'un conflit armé, à cause de l'insécurité. La famine est la conséquence directe de la guerre que se livrent 2 hommes, le président et son ancien numéro 2. Le conflit qui a fait des dizaines de milliers de victimes est en train de faire sombrer le pays. Et pourtant, en 2011, le Soudan du Sud était synonyme d'espoir et de paix. En prenant son indépendance par référendum, la population a donné le jour au plus jeune des États du monde. Cette sécession, soutenue par Washington et des stars d'Hollywood, était censée mettre un terme à une guerre civile qui déchirait le Soudan depuis des décennies. Mais le scénario idéal a viré au cauchemar. Nous sommes en guerre. Il nous faut plus de nourriture pour résoudre nos problèmes. Depuis 2013, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar se disputent le pouvoir. Les paysans fuient les exactions et les affrontements. Les rebelles et les soldats du président restreignent l'accès à l'aide humanitaire dans les zones qu'ils contrôlent. La famine serait utilisée comme arme de guerre. Face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire, le président sud-soudanais vient cependant de s'engager à aider les ONG. Le gouvernement veillera à ce que toutes les organisations humanitaires aient un accès sans entrave à la population démunie.
Mais le conflit semblant échapper à tout contrôle, comment empêcher que la famine ne décime ce jeune pays ? La communauté internationale qui avait encouragé l'indépendance est-elle aujourd'hui impuissante face à la tragédie ? Voilà, on va en parler avec vous, Vincent Hugeux. Bonsoir, vous êtes grand reporter à l'Express. Selon vous, quant aux images de la naissance du Soudan du Sud, sur ces images, on voit un parrain prestigieux, c'est l'Amérique, un parrain euphorique d'ailleurs, et puis on voit des stars hollywoodiennes, et vous considérez que l'Amérique a provoqué en 2011 la naissance au forceps d'un État qui était loin d'avoir purgé ses démons. On va y revenir évidemment. À côté de vous, pour évoquer cette crise, cette famine au Soudan du Sud, Sylvie Brunel. Bonsoir Sylvie, vous êtes géographe écrivaine, votre livre Plaidoyer pour nos agricultures, hop, il faudra demain nourrir le monde, est paru il y a quelques jours aux éditions Buchet-Chastel. Je précise que vous avez travaillé pendant 17 ans dans des ONG comme Médecins sans frontières et Action contre la faim. À propos du dossier du Soudan du Sud, vous dites qu'une grand-messe humanitaire va maintenant se déployer, que chacun va y aller de son appel à l'aide et à la compassion. Le gros problème des ONG et des Nations Unies, c'est malheureusement de réussir à accéder aux populations qui souffrent. Nadia, vous avez pas mal de questions car on connaît mal ce dossier. Exactement. Et on a besoin d'être informé. Oui, de comprendre. J'ai choisi cette question. Pourquoi un pays qui a du pétrole et une agriculture florissante bascule-t-il dans la misère et dans la famine ? Sylvie Brunel, c'est juste de dire qu'on parle effectivement d'une région qui avait un très fort potentiel, qui était potentiellement riche ? Oui, quand le Soudan, qui était le plus grand pays d'Afrique, a été amputé d'un tiers de son territoire pour faire le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est 630 000 km². On s'est dit, ce Soudan du Sud, il est béni des dieux. C'est le pays des rivières, il a du pétrole, il est beaucoup plus riche que le Soudan de Khartoum. Et en réalité, il a basculé très rapidement dans la guerre, dans les affrontements dès le début, pour tout un ensemble de raisons qui ne doivent rien au climat, qui ne doivent rien au pétrole, aux ressources, et qui sont plutôt liées à des affrontements politiques autour du partage des richesses. Oui. Les partages des richesses qui ne sont pas seulement ce pétrole, mais qui sont aussi les terres, les pâturages, le bétail. Vous voyez, c'est vraiment une mosaïque ethnique. Alors, justement. Où tout est facteur de conflit. Et comme on a bien compris que c'était multifactoriel, cette crise qui ravage le pays, on va y revenir et vous allez tout nous expliquer. Mais d'abord, un chiffre pour qu'on comprenne bien combien de gens sont concernés sur les 12 millions d'habitants. Le chiffre du jour, c'est 42, comme 42% de la population sud-soudanaise. Ça fait presque 5 millions de victimes sur 12 millions d'habitants dans ce pays, on l'a dit, grand comme la France. Alors, Vincent Hugeux, d'abord, quelle est la cause du conflit ? Est-ce que c'est tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, un conflit entre le président et le vice-président ? Vous savez, dans les universités américaines, il y a des séminaires que l'on appelle man-made catastrophes, c'est-à-dire les désastres causés par l'homme. Eh bien, le Soudan du Sud aujourd'hui, c'est l'archétype de ce type de scénario. C'est-à-dire que vous avez effectivement, à la racine du conflit, une sorte de mélange de tous les travers, de tous les maux qui rongent le continent africain et qui empêchent, qui entravent son essor. C'est-à-dire que vous avez à la fois de la corruption à ciel ouvert, vous avez des ambitions absolument impossibles à réfréner, désir de pouvoir, avidité, cupidité, une sorte de cynisme abyssal, un mépris total pour les humbles, dont on fait évidemment les masses de manœuvres de ces calculs. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, le Soudan du Sud, pour avoir eu le douteux privilège de sillonner ce continent depuis à peu près 25 ans et d'y avoir couvert beaucoup de conflits, je n'avais jamais vu à ce jour ce pandémonium-là. C'est-à-dire que vous avez là une sorte de réunion de tous les travers. Alors, si on élimine les causes, est-ce que c'est un conflit religieux ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un conflit religieux. On pensait au départ, vous savez, le Soudan historique, c'était un pays où les arabo-musulmans du Nord prenaient en otage et même en esclavage les chrétiens noirs, chrétiens ou animistes noirs du Sud. Et quand le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011, on se dit, bon, ben voilà, on a résolu le problème. Et on pensait une guerre entre catholiques et presbytériens. On pensait qu'il y aurait peut-être une guerre entre le Nord et le Sud. Ce qui n'avait pas été suffisamment anticipé, c'est qu'au Sud, où la population est majoritairement chrétienne et animiste, vous avez des populations qui ont été rassemblées dans le même État, alors qu'en réalité, depuis des dizaines et des dizaines d'années, elles sont en conflit. Tant qu'il y avait une guerre avec le Nord, il y avait un exutoire. Voilà. D'accord, il y avait un exutoire. Quand on ne connaît pas l'Afrique, on revient toujours à la même chose. Ah, c'est ethnique. Est-ce que c'est ethnique ? Alors, l'ethnicité est utilisée dans un affrontement qui est un affrontement politique entre des populations qui sont d'aires culturelles différentes. Les Dinka. Les Dinka, c'est le président Salva Kiir. Les Nuer, c'est le vice-président, l'ancien vice-président.
aujourd'hui en exil en Afrique du Sud. Ça, c'est instrumentalisé aujourd'hui ? Alors, mais attendez, ce n'est pas tout. La capitale Juba est tenue par une autre population qui s'appelle les Bari, et puis vous avez les Chilouks qui tiennent les rives du Nil. Mais ce n'est pas seulement un affrontement ethnique, c'est vraiment un affrontement parce que chacune de ces populations tient une partie du territoire et veut s'accaparer les terres. Vincent Hugeux, c'est économique ? Parlez-nous du pétrole que vous appelez la mer du diable, ou qui est appelé là-bas la mer du diable. Pas mal de bas quartiers des capitales africaines, on l'appelle ainsi, effectivement, parce que c'est une sorte de bienfait et de malédiction en même temps. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. C'est-à-dire que le pétrole a pour effet, là comme ailleurs, aussi de stériliser beaucoup d'activités. Dans des tas d'autres pays africains, on néglige l'agriculture parce qu'on pense que la rente pétrolière va suffire à couvrir le tout. Le problème du pétrole est assez simple, c'est que les gisements sont au sud, l'infrastructure est au nord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore... Quand vous dites nord, c'est du côté de Khartoum ou au nord du Soudan du Sud? Non, du canal côté historique de du Soudan de Khartoum. D'accord. C'est-à-dire que pour, en fait, acheminer, donc exporter, et au demeurant raffiner le pétrole, dont les 3/4 des réserves se trouvent dans la partie Soudan du Sud, il faut passer par le potentiel d'infrastructure du Soudan, je dirais du Nord, du Soudan, Khartoum. Je reviens une demi-seconde quand même sur la question d'Arnaud qui me paraît essentielle. Postulat de base, c'est très simple, c'est-à-dire que vouloir réduire les conflits de cette nature à leur lecture ethnique est absurde. Nier le fait ethnique et son instrumentalisation est tout aussi inepte. Et je me souviens par exemple d'une conversation que j'avais eue avec un des pionniers de la société civile de Juba, car il y en a une, et Dieu sait qu'elle mérite nos éloges et nos encouragements. Il me disait, écoutez, ça reste de toute façon l'instrument de mobilisation le plus efficace et le plus déterminant. Donc en fait, les conflits, même s'ils ne sont pas par essence ethniques ou religieux, finissent par le devenir. C'est une sorte de prophétie autoralisante, funeste. D'accord. Alors, vous avez évoqué ces deux hommes, le président et l'ancien vice-président qui aujourd'hui est en fuite. L'ancien vice-président qui est presbytérien et le président du Soudan du Sud, qui est toujours le président, malheureusement, qui est chrétien. Il s'appelle Salva Kiir et il ne sera pas sauvé par Thibault Nolte. Regardez son portrait. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le Soudan du Sud est frappé d'une terrible famine, son président y est pour beaucoup. Alors faut-il avaler Salva Kiir? Salva Kiir est le premier président de la jeune République du Soudan du Sud qui a fait sécession avec le Nord en 2011. En décembre 2013, Kiir a limogé le vice-président dont il redoutait l'ambition. Les exactions qui ont suivi ont plongé le pays dans l'abomination. Kiir, l'homme au chapeau, est un militaire chevronné et cruel. Si quelqu'un connaît un chef de guerre doux, fraternel, compréhensif, je suis prêt à écouter. En attendant, je fais comme j'ai appris. En juillet, Amnesty a rapporté les massacres et les viols commis par ses soldats dans le fief de l'opposition. Mi-février, un de ses généraux a dénoncé un nettoyage ethnique et un de ses ministres des actes de génocide. Vieux cateau, jamais avare d'un petit laïus dans la cathédrale de la capitale Juba, Salva a reçu peu d'appui divin. Ni sa vision politique, ni son prisme intellectuel ne sont réputés célestes. Bon, j'ai peut-être pas inventé la poudre, mais je sais m'en servir. C'est une bénédiction comme une autre. Mais il s'est attribué un strapontin dans la mythologie soudanaise comme accoucheur de l'indépendance. Dans ce pays analphabète à 73%, où aucun ministre n'exerce son ministère, où les enfants sont suppliciés, Salva et son rival entretiennent un conflit mafieux sur fond de domination pétrolière, abandonnant la population à son triste sort. Il est temps que l'homme au chapeau tire sa révérence. Merci Thibault Nolte. Vincent Hugeux, l'ancien vice-président et ennemi juré donc, du président Salva Kiir a été exfiltré. Oui, récemment. Oui, il a été exfiltré via Kivu, c'est-à-dire l'extrême est de la République démocratique du Congo, vers donc l'Afrique du Sud. Il lui arrive d'ailleurs de faire des petites escapades à Khartoum, capitale donc du Soudan, au nord, oui. Soudan, canal historique. Et à ma connaissance, il a été exfiltré avec quelques-uns de ses hommes, en quelque sorte sa garde rapprochée, du fait de l'intervention du numéro 2 de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui le connaissait fort bien. Ce qui est quand même... alors qu'il aurait dû être jugé, j'imagine. En sens, il fait partie de ceux nombreux au Soudan du Sud qui devraient finir leur carrière et leur trajectoire dans une cellule de chez Veninguet, le centre pénitentiaire de la CPI, de là et la Cour pénale internationale. Oui. Sylvie Brunel, et sur Salva Kiir, le président du Soudan ? Alors, Salva Kiir, c'est un peu surprenant de le voir à la tête du Soudan du Sud, mais
En fait, en réalité, le leader historique de la rébellion du Soudan du Sud s'appelait John Garang. C'était un homme qui ne voulait pas l'indépendance du Soudan du Sud, il voulait l'autonomie. Il voulait que les droits des populations du Soudan du Sud soient reconnus parce que le gouvernement de Khartoum voulait imposer à ces populations du Sud la charia, la loi islamique. Et en 2005, quand il y a eu les accords de paix et de partage du pouvoir entre Khartoum et le Sud, eh bien, on avait l'impression qu'on allait s'acheminer vers une solution négociée. Sauf que 3 semaines après ces accords de paix, John Garang meurt dans un accident d'hélicoptère. Étrangement. Étrangement. Et Salva Kiir prend la suite, c'est son bras droit, mais il n'a pas le leadership, le charisme de John Garang. Et c'est à partir de là que les choses vont très mal se passer, d'autant qu'on soupçonne quand même Khartoum d'attiser la rébellion des Nouers. D'accord. Alors, Nadia, expliquez-nous comment certains pays qui sont frontaliers avec le Soudan du Sud craignent une sorte de contamination, une contagion, d'autant que pas mal de réfugiés commencent à aller, notamment en Ouganda. Oui, en Ouganda, effectivement, qui a déjà accueilli plus d'un tiers du 1,5 million de Sud-Soudanais qui ont été forcés de fuir depuis le début du conflit. Jusqu'à 4000 personnes passent la frontière chaque jour, essentiellement des femmes et des enfants et des vieilles personnes. En 2016, le seul Ouganda a accueilli plus de réfugiés du Sud-Soudan que toute l'Europe n'a reçu de migrants ayant traversé la Méditerranée. Et la particularité de l'Ouganda, c'est qu'il a la réputation d'être ce qu'on appelle un pays ami des réfugiés. En tout cas, il est cité en exemple, en modèle à suivre par le Haut-Commissariat aux réfugiés, parce qu'il y a un certain nombre de mesures très concrètes qui sont mises en place. Par exemple, chaque famille de réfugiés a théoriquement le droit d'accéder à une parcelle de terrain pour se loger ou pour cultiver. Une loi qui date de 2006, je crois, garantit une totale liberté de mouvement et des documents d'identité. Ils ont également le droit, en tout cas sur le papier, de travailler. Mais aujourd'hui, évidemment, les autorités sont dépassées. Cette solidarité s'essouffle. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Les terrains libres se font rares et surtout l'approvisionnement en eau et en nourriture commence à affaiblir. On dit même que les rations alimentaires ont déjà été divisées par 2, celles qui sont distribuées. Vincent Hugeux, est-ce qu'on peut craindre non pas une contamination du conflit, mais de la famine dans les pays voisins, à commencer par l'Ouganda? Il y a d'autres facteurs qui ne sont pas ceux qu'on vient d'explorer ici pour le Soudan du Sud qui pourraient contribuer à cela. Mais il faut aussi comprendre que d'une certaine manière, le Soudan du Sud est l'échiquier de rivalités régionales anciennes. N'oublions pas qu'en 1956, quand le Soudan uni, ou en tout cas présumé tel, devient indépendant, il sort d'une phase de condominium anglo-égyptien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez parmi ces rivalités celle permanente entre Khartoum et le Caire. C'est un des invariants géopolitiques de la région. Mais vous avez aussi de fortes tensions entre le Soudan et l'Ouganda, précisément, qui accueillent une grande partie du fardeau humanitaire d'aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, le Soudan du Sud, déjà fragile à sa naissance, ce bambin chétif sur lequel, encore une fois, Barack Obama se penche, ainsi que quelques icônes hollywoodiennes. Et puis, nous l'oublions pas, parce que c'est important, dans la lecture essentialiste qui est faite, énormément religieuse, le rôle, justement, de quelques bouts de feu de la droite évangélique chrétienne, qui voit là une sorte de réédition d'un combat biblique contre l'assaut de l'islam sur l'Afrique. Mais à l'époque, enfin là j'ai l'éditorial du Monde, on saluait la nouvelle naissance d'un État, le Sud-Soudan. Tout le monde était content quand même en 2011, tout le monde est satisfait, tout le monde se dit on va faire la paix. Ça s'inscrivait dans l'idée qu'il fallait faire une espèce de cordon sanitaire autour des pays musulmans. Donc on allait créer le Soudan du Sud, donc on allait amputer le Soudan islamiste de Béchir. Et on allait avoir avec la République le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Éthiopie qui est alliée des États-Unis, une sorte d'encadrement de ce Soudan. Nous ne disons pas de Bachir. Alors donc c'est raté. Donc maintenant comment on fait la paix? Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le pays n'a pas d'infrastructure. Il faut quand même savoir. Le pays n'a pas d'infrastructure. 4/5 de la population est analphabète. Ce sont des ruraux. C'est un pays qui n'est pas viable aujourd'hui. Alors c'est un pays qui n'est pas viable, mais c'est un pays qui est donc ravagé par la famine. Comment faire pour amener la paix? Alors, 2 choses. D'abord, il faut réussir à remettre les belligérants autour d'une table. Il y a eu un accord de paix qui a été conclu en 2015 qui n'a pas été respecté, qui n'a pas. Donc, il faut recréer une sorte d'accord consensuel sur le partage. Il faut, c'est quoi? C'est l'ONU, c'est quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas mis un terme au tango macabre que dansent ensemble Salva Kiir avec Machar, on n'en sortira pas. Donc, il faut de toute façon. Pour la famine. Alors, la question de la famine. Il y a quand même l'heure de faim. Comment on agit tout de suite? Attention. Oui, allez-y. Agissez dans l'ordre. Aujourd'hui, Nadia l'a dit, sur les 11 millions de personnes, il y a 7 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance alimentaire, 1,5 million de déplacés, 1,5 million de réfugiés. Déplacés, c'est à l'intérieur du pays. Bon. Donc il faut agir auprès de la population. L'argent va arriver, l'argent ira-t-il à bon port? Alors l'argent va arriver parce qu'il y a eu d'abord le gouvernement de Khartoum, le gouvernement de Juba a décrété
l'état officiel de la famine, ce qui veut dire qu'il autorise l'entrée de l'aide. Et les Nations Unies ont lancé un grand appel à l'aide. Donc l'aide va arriver, elle va mettre un certain... Est-ce qu'elle est acheminée au bon endroit? Alors voilà, alors, les ONG sont déjà massivement présentes. Elles sont présentes dans des camps dans lesquels elles travaillent à la protection des populations, en principe sous supervision des casques bleus. Le problème, c'est que les casques bleus n'arrivent pas à faire le boulot pour tout un tas de raisons qui sont liées à un mandat qui est de protéger l'aide humanitaire plus que les populations. Il y a eu des rapports très accablants sur les casques bleus. Voilà, qui sont liés au fait qu'eux-mêmes sont un peu jugés partis. Donc, il faut sécuriser déjà l'accès de l'aide aux populations. Et ça, c'est un vrai problème parce que les camps, aujourd'hui, qui sont, il faut imaginer, d'immenses regroupements de population, plus de 100 000 personnes, ce sont des zones qui sont entourées par l'insécurité. Ce sont des zones où on est extrêmement vulnérable. Donc, tant que les ONG n'auront pas accès aux populations de façon sécurisée, la famine continuera. Alors, faites-nous écouter quelqu'un. On vous fait écouter, juste avant vous répondrez, Vincent Hugeux. On cherche quand même des solutions politiques. Et comme on a vu, c'est une zone où il y a des chrétiens, des catholiques et des presbytériens. Le pape François, hier, annonçait son intention de se rendre au Soudan du Sud. On le regarde. Je suis en train d'étudier avec mes collaborateurs la possibilité d'un voyage au Soudan du Sud. Pourquoi? Parce que les archevêques anglicans, presbytériens et catholiques sont tous les trois venus me voir pour me dire « S'il vous plaît, venez au Soudan du Sud ». Alors Vincent Hugeux, est-ce que le pape peut apporter une solution? Il avait été en Centrafrique, est-ce que là... Voilà. Une solution, vous avez parfaitement raison d'évoquer le président centrafricain. Je me souviens, parce que j'y étais à l'époque, vous avez une sorte de pays qui pendant quelques jours est touché par la grâce. Car le souverain pontife, allant d'ailleurs à l'encontre des recommandations qui lui viennent de Paris, en disant « Oh là là, comment on va assurer votre sécurité ?» il y va quand même. Et alors là, il fait appel à la foi dont se réclament certains des belligérants. Mais ça a duré quoi? Quelques semaines. La République centrafricaine d'aujourd'hui est retombée dans les ornières qui étaient déjà observé avant sa venue. C'est la même chose pour le Soudan du Sud. Il va venir, il va y avoir de formidables serments, il va y avoir des gens qui vont dire que ça y est, ils ont vu la lumière, etc. Et on retombera dans les mêmes travers ensuite. D'où viennent les armes avec lesquelles vous savez, les différentes factions se battent? Est-ce qu'un embargo sur la vente des armes ne serait pas une solution? L'embargo sur la vente des armes, les interdictions de voyage, les gels de comptes, tout ça, c'est du pipeau. Il y a suffisamment d'armement. Parce que ça n'est pas fait ou ça ne marche pas? Parce qu'il y a suffisamment d'armement au Soudan du Sud pour s'entretuer pendant des décennies sans importer une Kalachnikov. Alors, ne parlons pas des gels des avoirs et des interdictions de voyager. Vous savez, les caïds mafieux qui se partagent les petits territoires dans la fragmentation qu'évoquait Sylvie tout à l'heure, eh bien, ils n'ont aucune intention d'aller faire leur shopping à Londres. Ouais. Donc, il y a une force qui s'appelle donc la MINUS, acronyme fâcheux, mais c'est ainsi, qui est la force des Nations Unies au Soudan du Sud. 12 000 à 13 000 casques bleus. On est en train de constituer une force complémentaire de 4 000 hommes. C'est une gestation un peu difficile, mais c'est ainsi. Le problème, moi, je les ai vus. C'est-à-dire, ils étaient là, et en fait, vous aviez des réfugiés qui venaient s'agglomérer autour des bases de l'ONU, et ils ne sortaient quasiment pas, parce que le mandat n'était pas assez robuste, les casques bleus. Parce qu'ils sont mal armés. Parce qu'ils sont mal armés, parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de mourir pour le Soudan du Sud, soyons clairs. Et donc, si on n'a pas une politique beaucoup plus agressive vis-à-vis de tous ces caïds qui se déchirent le pays, on n'avancera pas d'un pouce. En ce qui concerne les gens qui nous regardent, les téléspectateurs, s'ils veulent faire des dons aux ONG qui permettront d'envoyer et d'acheminer donc de la nourriture. Par exemple, Médecins sans frontières a énormément de bases, elle travaille, elle fait tout ce qu'elle peut. Non, je dis très bien, Sylvie Brunel, parce que sur le site internet de l'émission, il y a toutes les coordonnées de toutes les ONG qui permettent d'acheminer de l'argent et ensuite des biens et de la nourriture au Soudan du Sud. Merci à tous les deux, d'être venus nous parler de ce drame. Dans un instant, les Oscars sans elle et la Russie, la vérité si je mens, avec messieurs Mauduit et Saltiel. Mais d'abord, désintox ce soir. Mélenchon-Hamon, la rhétorique du travail et les accusations hâtives du camp Méluche sur la soi-disant trahison du candidat Hamon. Du pain béni pour Jean-Luc Mélenchon. Invité la semaine dernière sur RTL, Benoît Hamon, dont le programme prévoit l'abrogation de la loi El Khomri, a quelque peu changé de vocabulaire. J'ai dit que cette loi, parce qu'elle remettait en cause la hiérarchie des normes, parce que sur les licenciements, elle les facilitait, parce qu'elle encourage par accord d'entreprise la baisse du tarif des heures supplémentaires, je n'en voulais pas. Est-ce que cela veut dire que je remets en cause la garantie jeune, le droit à la déconnexion, le compte personnel d'activité? Non. Ce que je veux, c'est une nouvelle loi travail. Benoît Hamon, qui promettait une abrogation, veut maintenant un nouveau texte. A-t-il changé de cap ?
La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a immédiatement bondi pour dénoncer cette capitulation en rase campagne. Il est vrai que Benoît Hamon a bien changé de vocabulaire afin de calmer une partie du PS qui ne supportait plus de l'entendre mettre en cause le quinquennat de François Hollande. Mais sur le fond, le candidat n'a pas changé d'un iota. Il a toujours expliqué qu'il voulait abroger la loi travail tout en conservant plusieurs de ses mesures, comme le droit des salariés à la déconnexion ou encore le compte personnel d'activité. Juridiquement, il est d'ailleurs compliqué d'abroger un texte sans en faire un nouveau. Bref, ce débat n'a en fait guère de sens. Mais peu importe, le candidat PS se félicitera désormais d'avoir mis de l'eau dans son vin, tandis que la France insoumise lui reprochera d'avoir trahi son engagement. Voilà la preuve qu'en politique, le choix des mots est capital, y compris si c'est pour dire la même chose. Salut les loupiaux. Merci Désintox, pardon. Bonjour les loupiaux. Ça va François-Xavier? Très bien. Alors, Xavier Mauduit, je savais pas que vous étiez red carpet. Un petit peu. Very red carpet. Vous avez regardé les Oscars cette nuit? Oui, enfin, il fallait se lever tôt. Hein. Il fallait se lever tôt, en direct de La La Land, le fameux surnom d'Hollywood. Bon, vous avez été éberlué par le cafouillage. C'était très beau. Qui a permis d'attribuer le meilleur film à un film qui n'est pas le meilleur film. Ben oui, c'est La La Land qui l'a eu et en fait, qui l'a pas eu. C'est Moonlight, voilà. Alors, on s'est demandé, ou plutôt vous vous êtes demandé, pourquoi cette statuette s'appelait Oscar. Ah oui, c'est quand même bizarre cette histoire-là. Vraie question qui compte, non? Nous allons à Hollywood le 16 mai 1929, quand pour la première fois sont distribués les Academy Awards. On ne parle pas encore d'Oscar. L'Académie des arts et des sciences du cinéma distribue des prix, des awards, et puis c'est tout. Il y a déjà une statuette, celle que vous connaissez, sur un socle noir, un homme tout nu se tient très droit et avec une épée, il cache Chakikou doré. Il est pudique, mais il n'a pas de nom. Eh bien, c'est là que commence la légende. En 1931, une jeune documentaliste, elle s'appelle Margaret Herrick, travaille comme ça, elle donne un petit coup de main à l'Académie du cinéma, et quand elle voit la statuette, elle dit « Oh, on dirait mon oncle Oscar ». Alors, il y a un journaliste qui est présent, il s'appelle Sidney Solsky, il entend l'histoire, il la retient, et quelques années plus tard, dans ses articles, il utilise le nom Oscar pour désigner le prix de l'Académie du cinéma. Alors, ça connaît un grand succès, au point d'ailleurs que Oscar devient le nom officiel de ce prix en 1936. Alors, est-ce que cette histoire est vraie? Écoutez, c'est difficile à savoir, c'est un peu compliqué, ça tient de la légende. Ce qui est sûr, c'est que la jeune Margaret, la documentaliste, est effectivement embauchée par l'Académie du cinéma en 1936 et qu'elle a un oncle qui s'appelle Oscar. Alors après, savoir pourquoi cette statuette lui a rappelé son tonton, ça fait un petit peu bizarre. D'accord. Alors, juste pour terminer, il est possible que Margaret et son tonton Oscar signeraient, alors que Simone, non. Attends, non, énorme. L'Oscar de la meilleure actrice qui vous sera peut-être décerné demain, Simone Signoret. Vous y pensez, je pense? Oui, d'abord, j'y ai pas pensé beaucoup, parce que je sais très bien qu'en Europe, ça compte pas tellement. Alors j'étais restée très européenne, comme ça. Mais ça, tout de même, depuis 2-3 jours, ça commence à me travailler. Et elle l'a eu. Et elle l'a eu. Et c'est pour ça qu'Alexandre Dupont s'est appelé les Oscarax. L'anagramme de l'Oscar pour Alex. C'est beau quand même. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe en Russie? Bah oui, en Russie, du fact-checking. C'est ça. On est à l'ère de la post-vérité. La Russie entre dans la guerre du fact-checking, la vérification des faits en français, que nos téléspectateurs connaissent bien avec Désintox. Alors, lassés de voir leurs informations décrédibilisées et jugées comme fausses par les médias occidentaux, eh bien la Russie a décidé de se doter de son propre outil de fact-checking. Et c'est pas n'importe quelle partie de la Russie, puisque c'est tout simplement le ministère des Affaires étrangères. Sur son site officiel, il y a maintenant une nouvelle rubrique qui se charge de démêler le vrai du faux. Vous le voyez, pour l'instant, il y a le quotidien britannique comme le Daily Mail ou alors le quotidien américain du New York Times ou la chaîne de télévision Bloomberg qui sont frappés de cette imposante vignette rouge fake faux pour avoir traité du développement par la Russie des armes illégales ou encore de la tentative par les Russes du hacking du site de campagne d'Emmanuel Macron. Problème, le gouvernement n'avance aucune preuve du contraire. Il se charge juste de dire que c'est faux. L'important, c'est bien de disqualifier l'adversaire, peu importe le manque de justification. Alors, les Russes répondent ici à la tentative des deux géants américains du numérique, Facebook et Google, qui viennent de lancer leur plateforme Crosscheck, qui aide les internautes, justement, à statuer sur la véracité de l'information. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors,
lors de la campagne américaine, effectivement, là, je me suis un petit peu perdu. Facebook, non, Facebook a été sous le feu des critiques. Oui. On le sait, pour avoir laissé passer et amplifié les rumeurs les plus folles, des rumeurs suspectées d'être lancées par les Russes pour favoriser la campagne de Donald Trump. Alors, on le voit bien, hein, dans ce jeu de dupes, l'opinion est complètement perdue, puisque chaque acteur se porte comme étant le garant de la vérité, une vérité de plus en plus malmenée, à l'heure des faits alternatifs, hein, ou du fake news, la nouvelle arme de Donald Trump pour discréditer toutes les voix médiatiques dissonantes. D'ailleurs, le New York Times n'y s'y est pas trompé en lançant justement dans sa dernière campagne de communication avec ce spot, eh bien une campagne qui s'axe justement sur la vérité, une vérité de plus en plus difficile à obtenir et pourtant plus importante que jamais. Merci, n'est-ce pas ? Ah, la vérité, c'est la pravda, menteur toi-même. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Merci de votre fidélité à 28 minutes. Merci, mes amis, à suivre sur l'antenne. Une petite pipe et un grand éclat de rire noir. Oui, non, mais ne me regardez pas comme ça. C'est la soirée avec... comme vous voulez. C'est la soirée Claude Chabrol avec l'enfer, d'après un scénario de Clouseau qui était resté au purgatoire, avec Béard et Cluzet, et Betty avec Marie Trintignant et Stéphane Audran. On se quitte en musique avec Salah Mustafa, une vieille star soudanaise de la musique. À demain, 20h05. صدقت العيون صدقت العيون وكلام المحلة صدقت العيون وكلام Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nos deux premiers invités, les sociologues Farhad Khoros-Khavar et Michel Vievorka, publient le fruit de leurs palabres passionnées sur les Juifs, les musulmans et la République. Le diagnostic des deux chercheurs allie le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, comme disait l'intellectuel marxiste Gramsci. L'actualité, c'est la crise humanitaire au Soudan du Sud. La plus jeune nation du monde est en proie à une terrible famine qui a déjà chassé plus d'1 million de personnes de ce pays. Le pape François a annoncé hier qu'il irait sur place, histoire de mobiliser la communauté internationale autour de cette tragédie. Au-delà de la miséricorde papale, comment parvenir à une réconciliation politique au Soudan du Sud pour stopper la famine? Nous en débattrons et puis vous retrouverez les bambins Mauduit et Saltiel dans la troisième partie de l'émission pour évoquer les Oscars et la boulette du meilleur film, ainsi que la Russie engagée, incroyable, dans le fact-checking. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir, Un lundi, Elisabeth. quelle bonne surprise. Bonsoir Farhad Khoros-Khavar et bonsoir Michel Vievorka. Bonsoir. Vous publiez Les Juifs, les musulmans et la République chez Robert Laffont. Vous êtes collègues, amis. Vous animez même tous les deux un séminaire autour de la violence. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de devenir des âmes de bonne volonté, comme vous dites, et de tenter de trouver des solutions à un problème d'entente? Enfin, moi j'ai travaillé longtemps sur les problèmes musulmans en France. Michel a travaillé beaucoup sur le problème... Khoros-Khavar. Originaire de Téhéran, en Iran, vous vous intéressez aux aspects de l'islam dans nos sociétés et particulièrement à la radicalisation en détention. Vous êtes d'ailleurs venu nous rendre visite il y a quelques mois pour la sortie de votre enquête « Prison de France ». Chacun votre tour, vous avez dirigé le Centre d'analyse et d'intervention sociologique et êtes aujourd'hui tous deux directeurs d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos chemins ne cessent de se croiser jusqu'au jour où Farhad Khoros-Khavar vous propose, Michel Vievorka, un projet d'échange entre juifs et musulmans pour réfléchir aux problématiques qui secouent notre société. Ce que vous trouvez au début, une très mauvaise idée. Mais au fil de vos conversations, la passion l'emporte. Vous enregistrez 5 échanges retranscrits aujourd'hui dans ce livre, Les Juifs, les musulmans et la République. Vous effectuez un état des lieux des replis communautaires en le replaçant dans un contexte historique. Vous analysez les conséquences de l'importation du conflit israélo-palestinien. Un essai pour tenter de comprendre les difficultés de ce triangle juif, musulman, république. Vous souhaitez transformer la crise et repenser le vivre ensemble. En écrivant ce livre à 4 mains, Farhad Khoros-Khavar et Michel Vievorka, vouliez-vous vous poser en modèle d'un dialogue entre juifs et musulmans? Modèle? Vous deux? Modèle du dialogue? Êtes-vous le modèle de ce dialogue renoué? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes très proches dans nos analyses, dans nos idées, vous venez de le rappeler, dans notre formation, dans notre parcours. Et donc, nous ne sommes pas du tout comme dans cette émission de télévision où on avait donné des gants de boxe à 2 acteurs importants. Pas du tout. On est plutôt en accord. Dans une douzaine d'années, il y avait cette visibilité qui n'est pas tout à fait classique dans le modèle républicain français, et en même temps, une adhésion absolument claire et nette à l'idée républicaine. Et puis, les années 80 ont un peu abîmé
ce modèle pour toutes sortes de raisons. L'antisémitisme s'est redéployé, le conflit israélo-palestinien a pris un tour dans lequel l'image d'Israël était ternie dans le monde entier, y compris en Israël d'ailleurs, il y avait des conflits. Et donc ce modèle a battu de l'aile. Mais nous avons réfléchi, et c'est un peu à partir quand même de cette expérience des années 70 qu'on a construit notre réflexion plus large. Donc votre objectif, c'est la religion visible dans la République, Farhad Khorostkova? Non, et le problème, c'est qu'on est face à deux échecs. Il y a l'échec du côté du républicanisme à la française et l'échec du multiculturalisme anglo-saxon. Ouais. Nous, on pense qu'il y a une possibilité, une troisième voie, et la troisième voie serait précisément qu'il y ait un rôle plus important de la société civile, un rôle plus important des communautés de croyances, mais des communautés de croyances apprivoisées. Il ne s'agit absolument pas d'avoir des communautés ensauvagées. Non à la religion ensauvagée. Hein, non à la religion ensauvagée, mais une forme d'acceptation conditionnelle des formes de religiosité qui ne remettent pas frontalement en cause la laïcité. Farhad Khorostkava, quelqu'un qui vous écoute pourrait se dire, ce sont des chercheurs, des sociologues éminents, mais ce sont des vœux pieux, pardon pour le mauvais jeu de mots. Comment arrive-t-on concrètement à ce résultat ? Alors on pense comme juif, et je crois que cette absence de dialogue, cette espèce de crise majeure, le fait que ces deux communautés, entre guillemets, soient en chien de faïence l'une vis-à-vis des autres, reflète par-delà la spécificité des faits, si vous voulez, de la crise de la société française et de la République. Et alors, Michel Vievorka, vous êtes d'accord avec la vision de Farhad Khorostkava qui dit « nous sommes des petits prophètes » et nous sommes à même, en tant que petits prophètes, de ramener de l'espérance ? En tant que sociologue, nous sommes des tout petits prophètes. Tout petits. Et malheureusement, nous ne sommes pas suivis par des masses de croyants. Mais c'est vrai, et ce que dit Farhad a été très très important au départ. Il ne s'agit pas du tout de dire vive le dialogue interreligieux, non, pas du tout. Il s'agit de dire la République française est en crise, en difficulté, ça a commencé il y a au moins 35 ou 40 ans. Et ces deux groupes très minoritaires, ces deux groupes qui n'ont pas la même histoire, la même relation par rapport à la République, ont peut-être quelque chose à dire qui soit de l'ordre de la solution et pas simplement du problème. Et bien justement, on va en parler de ce diagnostic et de ces solutions, mais d'abord votre portrait croisé à tous les deux, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. N'ayez pas peur, regardez. En tapant Michel Vievorka sur Internet, on découvre vos origines juives polonaises. Vos grands-parents paternels ont disparu à Auschwitz, mais vos parents, réfugiés respectivement en Suisse et à Grenoble, ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez le jour à la fin de celle-ci, en 1946, à Paris. Dans les années 70, vous étudiez la sociologie auprès d'Alain Touraine et partagez votre banc avec l'un de vos futurs confrères, vous-même, Farhad. Et c'est peut-être ça le côté modèle, parce que quand deux personnes sont en accord sur l'essentiel, mais ont envie d'avancer ensemble, la réflexion progresse. Et sur quoi vous êtes irréductible? Sur quoi il y a encore, sur quoi vous chamaillez que vous n'osez pas mettre dans ce livre? On ne se chamaille pas, mais au début, il y avait un scepticisme de la part de Michel sur la possibilité de penser le conflit entre ces deux communautés en l'élargissant en quelque sorte à la société. C'est en discutant que lui, il a introduit par exemple cette idée qui me paraît très importante et qu'on a développée par la suite, à savoir l'introduction à une sorte de néo-républicanisme. Oui, alors précisément, alors qu'est-ce que c'est? Parce que vous dites, pour résoudre ce problème, cette crise que l'on traverse, un républicanisme pur et dur n'est pas la solution. Donc qu'est-ce que c'est que ce néo-républicanisme qui réconcilierait toutes les communautés, y compris au premier chef communauté juive et musulmane? La formule, l'idée, nous en est venue en considérant ce qui est arrivé aux Juifs de France dans les années 70, grosso modo. Pendant 10-12 ans, ils ont été complètement républicains, mais très visibles dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était le vocabulaire qu'on utilisait, qui a disparu, des Israélites. Ouais. Et puis, ils sont devenus très visibles, ils se sont mobilisés pour Israël, ils se sont mobilisés dans la rue pour dénoncer l'antisémitisme, après Copernic. Copernic, l'attentat contre la synagogue de Copernic, oui. Ils sont venus, ils se sont ethnicisés, ils ont habité dans des endroits où ils étaent très visibles, à Sarcelles, à Créteil, etc. Où habite Farhad Khorostkava. Voilà, et donc, ils étaient plutôt heureux. Et donc,